Salam alaikum, chers élèves. Alors, comme c'est déjà prévu, je vais vous présenter la correction que nous avons faite en classe pour le test diagnostic, la séquence 0, phase de transition entre la deuxième année du collège et la troisième année, manuel passerelle. Les objectifs fixés pour le test diagnostic sont identifier, isoler dans un texte l'information qui est demandée. Vous allez aussi choisir un titre pertinent, réutiliser les mots, les expressions du texte pour répondre à des questions simples. On vous demande aussi d'identifier le type et la forme de la phrase, se rappeler de comment se présenter, se rappeler des types et la forme de la phrase, puis se présenter et parler de son quotidien, parler à la première personne, rédiger un texte prescriptif, puis donner des conseils. Le support est le suivant. Un jeune homme de 19 ans qui voulait cambrioler des bureaux à Saint-Isidro, près de San Diego, dans le sud de la Californie, a choisi d'entrer par la cheminée où il s'est retrouvé coincé, la tête en bas, pendant plus de 5 heures. Le jeune homme a plongé la tête la première, avant de se rendre compte que la cheminée était bouchée à la base par des casiers en métal vers 1 heure du matin, mardi, a expliqué le sergent de police Juan González. 2 de ses complices, âgés de 16 et 17 ans, ont de leur côté forcé la porte d'entrée, ne trouvant pas d'argent. Ils ont réuni des stylos et autres fournitures de bureau. Quand on les a arrêtés, ils avaient quelques $28 de matériel sur eux, a précisé M. González. Apparemment, ils s'étaient partagé le boulot. Pendant que l'un d'entre eux entrait par le haut, les 2 autres devaient attaquer par le bas. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont dit, a expliqué le commissaire chargé de l'affaire, Rodney Johnson, visiblement perplexe. Alertés par les voisins, la police est intervenue peu avant 5 heures du matin. Les 2 adolescents étaient toujours à l'intérieur du bâtiment, tentant désespérément d'extraire leur ami du conduit où ils se trouvaient prisonniers. Les pompiers sont ensuite intervenus et ont dû détruire partiellement le bas de la cheminée pour enfin libérer le jeune homme vers 6 heures. Ils ont attaqué 3 couches successives de briques pour le sortir de là, a précisé M. Johnson. La source de ce texte, c'est Libération, et puis la date de parution, c'est 15 novembre, année 2016. En lisant en classe, ou ayant lu en classe, nous avons dégagé la terminologie suivante. La première en vert qui réfère au temps. Imparfait, voulait. Était bouché, c'est l'imparfait, la voix passive, plus que parfait. Avait, vrai, plus que parfait, de la rétrospection, le retour en arrière, alors qu'on était déjà dans le passé. Devait, entrait, se trouvait. Et on a aussi, parallèlement, à ce temps imparfait, le passé composé a choisi, a plongé, a expliqué, en forcé, en réuni, a arrêté, a précisé, en dit, et vous avez sont intervenus, ont attaqué. Donc nous avons 2 temps principaux, l'imparfait et le passé composé. C'est déjà un indice sur le genre du texte. Vous avez sur les indications spatiales les informations suivantes. Vous avez Saint-Isidro, la région San Diego au sud de la Californie, aux États-Unis. Pour les personnes ou les personnages, vous avez un homme âgé ou un jeune homme âgé de 19 ans, à peine majeur. Le jeune homme, sergent de police, les 2 complices du personnage principal, le voleur. Et vous avez Rodney Johnson, c'est le commissaire de police, les voisins qui ont alerté la police, celle-ci qui est intervenue. Directement après elle, les pompiers, qui ont fait sortir, ou qui ont sorti le personnage principal coincé dans la cheminée à 6 heures du matin. Je passe maintenant aux questions posées sur le texte. Vous avez la première, c'est cocher la bonne réponse. Ce texte est-il un genre poétique? Et quand vous voyez déjà dans le texte, il n'y a pas de versification, il n'y a pas de disposition de strophe, il n'y a pas de rime, ni interne ni externe. Donc nous avons une forme normale du texte, d'accord, en paragraphe.
Ce n'est pas un genre romanesque, ce n'est pas une nouvelle ou un conte. On n'a pas l'impression que nous avons un narrateur en train de raconter ce que les personnages ont fait dans une trame chronologique et des descriptions précises, des descriptions des portraits, etc. Nous n'avons pas les temps du récit passé simple imparfait, mais imparfait passé composé. Donc ce n'est pas un conte, ce n'est pas une nouvelle. Ce qui reste, c'est le fait divers. On va voir est-ce que c'est un genre journalistique. Eh bien, c'est juste. Puis, dans la question suivante, on vous demande de relever les indices qui montrent que nous avons raison de choisir le fait divers. Il s'agit d'un texte tiré d'un journal Libération, donc c'est normal donc que ce soit un fait divers ou au moins un texte journalistique. On a répondu dans ce texte à des questions principales, du genre qui a fait quoi, où, quand, pourquoi et comment. Nous avons aussi usage des temps passés composés et imparfaits. Donc ces deux temps sont spécialement utilisés dans les faits divers. Nous avons aussi relaté un fait de société. Dans les faits divers, on a des catastrophes naturelles, des inondations par exemple, des vols, des meurtres, etc. Ici, il s'agit d'un vol. Alors ces caractéristiques montrent bel et bien que nous avons raison de choisir l'option fait divers. Passons à numéro 3. De qui le journaliste tient-il ces informations? On vous demande de justifier la réponse. Bien sûr, dans le texte, c'est clair que le journaliste n'a pas les informations, toutes les informations nécessaires pour faire son article. Donc, elle est partie interviewer les deux policiers. La réponse à cette question est la suivante. Vous avez, c'est en interviewant les deux agents de police. Vous avez Juan González au début, qui est un sergent, et Rodney Johnson, qui est le commissaire. Le journaliste a pu avoir les informations nécessaires pour écrire son article. Donc, il a interviewé ces deux personnages. Question numéro 3. On vous demande que voulait faire l'adolescent. La réponse à cette question, comme on a vu aussi en classe, vous avez proposé de bonnes réponses. Alors, ce que voulait ce voleur, cet adolescent, c'est l'adolescent aspire à voler des bureaux dans la région de San Isidro, aux alentours de San Diego, aux États-Unis d'Amérique. Puis, que lui est-il arrivé, le fait principal, qui a amené bien sûr à son arrestation? Vous avez la réponse, c'est la suivante. Elle s'est retrouvée coincée dans le conduit de la cheminée. Puis, qu'est-ce que ses complices ont-ils fait à leur tour, puisqu'on a l'impression que le boulot a été partagé entre eux? Vous avez, les trois adolescents s'étaient apparemment partagé les tâches, tandis que le criminel principal a pénétré par la cheminée, ça veut dire du haut, à partir du haut. Les deux autres complices ont enfoncé la porte. Puis, question suivante, 6. On vous demande de choisir la bonne réponse. Le cambrioleur s'en est sorti tout seul. Est-ce que il s'est libéré lui-même, ou bien ce sont les voisins qui l'ont libéré, qui l'ont sauvé, ou bien ce sont les sapeurs-pompiers. La réponse est les sapeurs-pompiers. Question 7. Qu'est-ce qui montre que les faits racontés sont vrais? Donc dans les faits divers, est-ce qu'on raconte ou non la vérité? Les faits relatés sont véridiques pour les raisons suivantes. D'abord, il s'agit d'un fait divers, et tous les faits divers dans les journaux sont des faits réels. Les temps employés sont aussi du mode de la certitude. Et c'est quoi ce mode de certitude? C'est l'indicatif. Nous avons donc le passé composé de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif. Donc on doit considérer les faits racontés comme étant vrais. Puis vous avez aussi des indications minutieuses, spatio-temporales. Exemple du San Isidro à San Diego, le sud de la Californie. Vous avez aussi des précisions temporales par rapport à 5 heures et autres. Vous les avez dans le texte, vous pouvez y revenir pour les découvrir. 8e question, combien de temps l'opération des pompiers dure-t-elle? Qu'est-ce qui le montre? Donc, on va faire une opération de soustraction. Les pompiers ont peiné depuis 5 heures environ jusqu'à 6 heures. Donc, ils sont intervenus directement après la police, un peu plus de 5 heures, jusqu'à 6 heures.
du matin. Donc l'opération a pris fin après 1 heure. Ça a pris 1 heure. Vous demandez également de proposer un titre. Le titre de ce texte. Pardon. Alors, on vous demande de proposer un titre. Vous avez sur les pages d'un journal, les titres peuvent être de type informatif, ils peuvent être aussi incitatifs. Ces titres sont ont pour fonction de susciter l'intérêt du lecteur. Exemple, je peux vous donner le cambriolage stupide ou cambriolage stupide. Pourquoi stupide? Parce que ceux qui cherchent l'argent ne doivent pas normalement braquer ou attaquer des bureaux, mais il faut braquer des banques. Que penses-tu de ce qu'a fait l'adolescent? Alors voici un exemple de réponse. Personnellement, quand on vous demande de donner votre point de vue, il vaut mieux que vous utilisiez une structure ou un verbe d'opinion. Personnellement, je n'adhère pas, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord avec ce genre d'acte incivil, acte criminel. D'après moi, quelqu'un qui attaque les biens d'autrui ne mérite pas la liberté. Donc la liberté, elle est faite pour ceux qui respectent la loi et non pas ceux qui l'enfreignent. Et sa place, c'est dans la prison. Inculquer les bonnes valeurs aux générations nouvelles, c'est le devoir de la famille, de l'école et des médias. Voilà. Je passe maintenant à langue et communication. Vous avez les types et les formes de la phrase. Quels sont les types et les formes de la phrase qu'on a en français? Alors, ce que j'ai écrit pour vous, les types sont obligatoires. Donc, quand on parle d'un type de phrase, le type, il est obligatoire. Car une phrase est toujours soit l'un, soit l'autre, soit un type, soit un autre type. Les types ne se combinent pas entre eux, ça signifie qu'on ne peut pas trouver dans une phrase 2 types en même temps, mais un seul à chaque fois, mais avec plusieurs formes. Pour les formes de la phrase, ils peuvent se combiner à plusieurs dans la même phrase. Qui sont facultatives, ou qui, elles, sont facultatives. Je dois mettre une virgule ici. Pour les types, elles sont déclaratives, impératives, exclamatives, interrogatives. Et pour les formes, on peut avoir affirmative, sinon le contraire, négative, peut-être personnelle ou son contraire impersonnel, et peut être active dans sa forme ou son contraire passive, ou bien et peut-être également emphatique. La question suivante, quelles sont les caractéristiques de chaque type de phrase? Les caractéristiques de chaque type. Donc on va prendre ces types-là, puis on va leur donner les caractéristiques. Ces types. Bon. Alors, les caractéristiques des types. On commence par le premier, exemple de cette phrase. Tu as fait ton devoir, point. Il s'agit d'une phrase déclarative, elle se termine par un point. On y déclare une information, voilà le deuxième indice de la phrase déclarative. La hauteur de la voix en la prononçant est quasiment stable, c'est presque stable du début jusqu'à la fin. Quand je prononce tu as fait ton devoir, j'ai la même hauteur de la voix du début à la fin. Voilà les caractéristiques de la phrase déclarative. Mais regardez bien, j'ai pris les mêmes mots, d'accord, les mêmes mots que contient cette phrase pour en faire le deuxième type. Tu as fait ton devoir, et là j'ai changé uniquement la prononciation, puis j'ai mis ce point. Il s'agit donc d'une phrase interrogative. Et la phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Voici. Et puis, elle est toujours employée pour demander une information. Exemple ici, je demande une information à laquelle l'interlocuteur allait répondre par un oui ou un non. Puis, elle peut être totale, comme ici. As-tu fait ton devoir? Oui, je l'ai fait. Bien non, je ne l'ai pas fait. Elle peut être totale lorsqu'elle fait appel à une réponse par un oui ou un non. Donc, sinon, il peut être aussi partiel lorsqu'on y répond par autre chose, à part oui ou non. Je passe au type suivant. Quel beau travail! Puis ce point à la fin. La prononciation de cette phrase, de ce type de phrase, est différente de celle-ci et de la première.
Elle se termine par un point d'exclamation. Elle exprime un vif sentiment d'ébahissement, de surprise, d'admiration, suite à un exploit inattendu par exemple. Mais attention, l'exclamation peut être aussi au sens négatif. L'exclamation peut également marquer un choc. Exemple, quelle stupidité par exemple. Puis on passe à la dernière. Le type c'est fais tes devoirs avant de dormir. La manière encore de prononcer cette phrase est différente des trois premières. Elle se termine soit par un point d'exclamation, mais attention, même s'il y a un point d'exclamation, il ne faut pas se hâter et dire que c'est une phrase exclamative. De loin, il ne l'est pas. Ou par un point. Donc voilà, sur le plan de la ponctuation, ce type de phrase appelée impérative se termine soit par ce point, soit par l'autre. Puis il exprime un ordre ou un conseil. Voilà les caractéristiques des types des phrases. Maintenant, on vous demande de déterminer les types et les formes des phrases suivantes et dire pourquoi en même temps. Voici les phrases. Le cambrioleur s'est coincé dans la cheminée. Comme vous voyez, la prononciation de cette phrase est monotone depuis le début. Et elle se termine par un point. On déclare une information. Il s'agit donc pour le type de déclaratif. Type déclaratif. Alors pour les formes, la forme il est affirmative. Il n'est pas négatif parce qu'il n'y a pas de négation. Puis il est personnel. D'accord ? Puis il est actif. Mais on n'a pas d'emphase, ça veut dire de répétition d'un élément pour le mettre en valeur. Puis deuxième phrase. Pourquoi n'est-il pas entré par la fenêtre? Et là vous avez une négation pour la forme. Il n'y a pas donc d'affirmation. Et vous avez aussi le type, c'est interrogatif. Il est aussi personnel. Puis, elle est aussi active. Je passe à C. Quelle histoire étrange? Point d'exclamation. Il s'agit donc d'un ébahissement, d'une surprise par rapport à l'histoire. Celui qui l'a lu, il l'a trouvé étrange. Et le type, c'est impératif. Puis, il est impersonnel. D'ailleurs, l'impératif, c'est toujours un mode impersonnel ou un type pour les phrases impersonnelles. Pardon, une forme impersonnelle pour les phrases. Il a beaucoup plu hier. Vous avez ici la phrase elle est déclarative, elle est affirmative pour la forme, elle est active aussi. Pas active parce qu'on n'a pas réellement le complément d'objet. Vous avez la forme, il est impersonnel. Le il ici ne signifie rien du tout, c'est le climat. Puis passons à E, détruisez la cheminée. Pour le type, c'est une phrase impérative, regardez bien. Il n'y a pas de je, tu, il, etc. Le verbe est un impératif et l'impératif c'est un mode impersonnel, donc la forme de la phrase il est impersonnel. Puis F, pour le type il est interrogative. Comment l'histoire s'est-elle terminée? Là, elle est active aussi. Et puis elle est personnelle. La scène a été jouée en plein air. Vous avez le type et le déclaratif. Pour les formes, il s'agit de la voix passive. La scène a été jouée en plein air. Et vous avez aussi la forme affirmative et personnelle. Je passe au champ lexical. Alors, on vous demande une définition du champ lexical et donner un exemple. Champ lexical, comme quelques-uns l'ont dit en classe, il s'agit d'un ensemble de mots, de vocables appartenant au même domaine. Donc vous avez un terme générique ici et vous avez des termes spécifiques en bas. Ça veut dire les mots qui appartiennent au même champ lexical. Vous avez une liste, classer les mots en 3 champs lexicaux: football, classe, boxe, natation, rugby, angoisse et professeur. Crainte, élève, panique, directeur et frayeur. Le champ lexical de la peur, du sport et de l'école. Mais attention, je dois aussi vous dire qu'il y a une différence entre le champ lexical et le champ sémantique. Exemple, la peur ici, c'est pas réellement un champ lexical, mais un champ sémantique. Bon, la réponse à cette question, elle est là-dessus, elle est ici. Vous avez l'angoisse, c'est une peur, la crainte, c'est une peur, la panique, c'est une peur, la frayeur, c'est une peur. Alors là, sur le plan vertical, elles se réfèrent toutes ces expressions aussi se réfèrent à la peur, qui n'est pas réellement un terme générique, mais on verra. On passe à la seconde. Vous avez le sport, c'est le terme générique,
football, c'est un terme spécifique. Ça veut dire que le football appartient au sport. La boxe est aussi un sport. La natation, c'est un sport. Le rugby, c'est un sport. Je passe à l'école. L'école, c'est un terme générique. À l'intérieur de l'école, on trouve la classe. Donc la classe fait partie de l'école. Le professeur fait partie de l'école. Le mot élève réfère à l'école. Directeur également. La différence entre le premier champ et les deux autres, c'est que dans le premier champ, on peut aussi voir qu'il y a une égalité de sens sur le plan horizontal, ce n'est pas seulement vertical. Sur le plan vertical, tous ces champs, leurs mots appartiennent à la réalité là-haut, c'est-à-dire le mot qui chapeaute les éléments de dessous. Ces éléments, ces derniers appartiennent à ce champ générique. Mais sur le plan horizontal, on peut aussi dire par rapport à la peur que l'angoisse c'est la crainte, et la crainte c'est la panique c'est la frayeur. Okay? C'est une synonymie. Donc le champ que nous avons en A, c'est un champ sémantique et non pas le champ lexical. Par contre ici pour le sport, le football ce n'est pas du tout la boxe, ce n'est pas du tout la natation et la natation ce n'est pas du tout le rugby. Donc ils sont différents sur le plan horizontal. Mais ils se réfèrent tous sur le plan vertical en même mot. Tous sont des sports, mais ils sont différents entre eux. La même chose pour l'école. La classe, ce n'est pas le professeur ce n'est pas l'élève ce n'est pas le directeur. Donc 4 mots appartenant au champ lexical de l'école. Tous appartiennent à l'école, mais ils sont différents. Alors que dans le premier champ, je répète, l'angoisse c'est la crainte c'est la panique c'est la frayeur, et tous ces 4 mots sont tous la peur, ou appartiennent à la peur, ou bien ils sont des synonymes de la peur. Donc pour le premier champ, il n'est pas réellement un champ lexical, mais un champ sémantique. Bon, je passe à la question suivante, 3. Vous demande de mettre les mots soulignés au pluriel. Alors ici, vous avez le pluriel des mots composés. Pour la première, il a acheté un porte-clés. Le mot composé contient un verbe et un nom. Le verbe porter, le nom clé. Puis pour le second, il vous faut un laissez-passer. Vous avez 2 bases verbales, passé et laissé. La dernière, ce sont 2 adjectifs qualificatifs sourd-muet. Okay? Sourd-muet. Alors pour le pluriel de porte-clés, vous avez il a acheté des porte-clés. Donc on ne va pas mettre du tout S. Pourquoi? Parce que le verbe dans un mot composé ne prend pas d'S et clé contient déjà S. Exemple de tapis, comme on a fait en classe. Ou bien souris. Souris déjà et tapis déjà au singulier contient des S. Donc on ne peut pas ajouter ou rajouter un autre S. La même chose pour clé. Déjà au singulier il y a un S. On ne peut pas rajouter un autre. Et pour porter c'est un verbe, donc on ne peut pas mettre S parce que c'est la base verbale. Je passe ce second, laisser passer. Vous avez encore ici laisser et passer, sont 2 verbes, on ne peut pas mettre des S, d'accord? On ne peut pas les rajouter. Je passe à, c'est un sourd-muet qui a peint ses tableaux. La phrase sera « ce sont des », attention pour ça, on doit aussi la mettre au pluriel, « ce sont des sourds-muets », j'ai ajouté « s », un muet et sourd, qui ont peint ces tableaux. Pourquoi? Parce que le mot composé est composé de 2 bases adjectivales qualificatives. Je passe au 4e exercice. Dans le 4e exercice, on vous demande de remplacer les mots familiers soulignés. Donc, vous avez 10 mots de français relâchés, français de la rue. On vous demande de les remplacer par des mots courants, des mots justes, courants, d'accord, acceptés dans le dictionnaire et utilisés par la langue juste. 6 mots qui sont familiers et qui sont relâchés, on peut comprendre leur sens uniquement par le contexte où ils sont utilisés, c'est-à-dire l'ensemble des autres mots qui sont avec eux dans la même phrase. Sa bagnole est tombée en panne, il suffit d'avoir tombé en panne, et il a appelé le mécanicien pour comprendre de quoi il s'agit dans bagnole. Alors le synonyme de bagnole ici, éclair sera soit voiture, soit véhicule, soit automobile. Ils sont allés au Cinoche, il y a un bon film d'aventure à l'affiche. Alors pour Cinoche, le contexte montre de quoi il s'agira, puisqu'on a film l'affiche. Okay. Puis le verbe aller, Cinoche, cine. On peut donc comprendre qu'il s'agit bel et bien du cinéma. Puis le C,
vous avez le cambrioleur a été condamné à 6 mois de tôle. Vous avez cambrioleur comme terme, condamné aussi, peuvent me faire comprendre de quoi il s'agit dans tôle. Tôle sera donc synonyme de prison ou bien bagne. Cambrioleur a été condamné à 6 mois de bagne ou bien de prison. Je passe à la 5e question. Trouve les énoncés qui correspondent aux situations de communication suivantes. Vous avez la première situation de communication. Un père qui s'adresse à son fils. Donc, dans toute situation de communication, on doit trouver celui qui parle à qui? Le locuteur et l'interlocuteur. Dans la seconde, vous avez la mère qui parle à un fils. Et vous avez dans la dernière, le père qui s'adresse à son fils en lui administrant des conseils. Alors maintenant, pour l'énoncer, l'idéal pour le trouver, c'est de se mettre à la place des locuteurs. Donc, dans la première, je suis le père et je m'adresse à mon fils pour exprimer mon accord. Ce que je peux proposer ici, c'est ça. Volontiers, mon grand, donc le père a tendance à considérer son fils toujours grand, alors que la mère, c'est le contraire. Volontiers, mon grand, il est temps que tu apprennes à gérer ta vie tout seul et que tu apprennes à prendre également de bonnes décisions. Profite de ton temps et restons en contact. Alors là, c'est la première. Voici l'énoncé. Pour la seconde, vous avez la mère qui refuse. Elle refuse que son fils voyage seul. Qu'est-ce qu'il pourrait dire si je suis la mère, si je suis à la place de la mère, m'adressant à mon fils pour exprimer mon refus? Je peux dire, mais qu'est-ce qui te prend, fiston? Fiston, ça signifie, c'est un diminutif de fils. Tu es encore petit. Voilà ce que pensent les mères de leurs enfants, même s'ils ont grandi. Il est donc hors de question, voilà le refus, il est hors de question que je te laisse voyager seul. Pour le père qui a accepté que le fils voyage, dans la dernière situation de communication, je me mets à la place du père face à mon fils, puis je lui donne des conseils. Mes conseils pourraient être, si j'étais à la place de ce père, avant de partir, jetons un coup d'œil sur le livre Jeune. Le livre Jeune, c'est un livre dans lequel on peut trouver les numéros de téléphone, les adresses des restaurants, des cafés, des hôtels par exemple. Alors, le livre Jeune, dans le but de faire une réservation de 10 jours, donc j'aimerais même lui faire une réservation de 10 jours dans un hôtel devant être situé dans un quartier calme. Donc, j'aurais choisi que le quartier soit calme. Puis, j'aimerais que tu profites de ton temps en visitant les meilleurs endroits de Chefchaouen. Donc, j'imagine que mon fils va voyager à Chefchaouen. Et puis, je lui demande aussi de faire très attention à lui. Voilà le conseil ou les conseils. Question 6. Remets en ordre le texte suivant. Alors, vous avez enfin, il s'est couché à minuit. Puis, il est allé chez l'épicier pour faire ses emplettes. D'abord, il a pris le goûter dans une laiterie. Ensuite, il est rentré et a préparé le dîner. Avant de se coucher, il a regardé un film policier. L'ordre est le suivant. Vous avez la première phrase, c'est d'abord, il a pris goûter ou le goûter dans une laiterie. 2, puis il est allé chez l'épicier pour faire ses shopping, pour faire du shopping. Vous avez 3, c'est ensuite il est rentré et a préparé le dîner, après avoir fait ses courses, il a préparé le dîner. Puis la 4e, c'est avant de se coucher, il a regardé le film policier, parce qu'avant de se coucher, après cette phrase, on aura la dernière, enfin il s'est couché à minuit. Dernière question. Quels sont les indices qui t'ont permis de trouver l'ordre dans ce texte? Ce sont des connecteurs logiques, d'abord, puis ensuite, avant de, enfin. Ce sont des connecteurs de chronologie. Voilà. Dernière partie, c'est pour la production écrite. On vous demande d'écrire un texte prescriptif. C'est un texte où on demande à quelqu'un de changer d'avis, on essaie de le convaincre. C'est pas réellement un texte argumentatif, mais on montre à quelqu'un ce qu'il doit faire. D'accord? Parce que si je dis on va le convaincre, on essaie de le convaincre, c'est un texte argumentatif, mais ils sont un peu proches l'un de l'autre. Voici ce que je propose comme message, puisqu'on vous demande de rédiger un message à votre camarade. D'abord, j'ai oublié de lire le sujet. Tu as appris que l'un de tes amis a l'intention de quitter l'école. C'est une chose mauvaise, mais on peut avoir des conditions qui poussent une personne à quitter l'école.
Envoie-lui un message sur Facebook pour lui conseiller de poursuivre ses études. Voilà le sujet. Voilà un petit texte que j'ai préparé à la hâte. Cher ami Omar, j'ai appris avec une profonde consternation, désolation, la mauvaise nouvelle que tu as décidé de quitter l'école. Si c'était vrai, j'aimerais bien partager mon sincère point de vue à ce propos. L'école a toujours été une clé de la promotion pour les élèves issus de notre couche sociale. Par exemple, nous sommes des pauvres. Il devrait nous former à exercer des métiers honorables dans le futur. Et pour ce, il suffit de persévérer, rester ambitieux et garder la tête bien haute. Ayant été témoin de ton assiduité, ton sérieux et le haut degré de ton ingéniosité, je tiens à exprimer mon ultime déception vu que tu as toujours été parmi les meilleurs élèves de l'établissement. J'aimerais donc instamment que tu changes d'avis et que tu rejoignes tes condisciples pour te frayer un chemin vers un avenir des plus fructueux. Bon courage, mon ami. Tout le monde attend ton retour parmi nous. À bientôt. Alors, c'est un texte prescriptif où on a des conseils donnés à cet élève. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi la partie de remédiation et de consolidation. On va la faire, je vais en faire une vidéo la semaine prochaine pour la poster sur YouTube. Merci beaucoup.